Dans un monde parfait, là où tout le monde est beau et tout le monde est gentil, légèrement faux cul même. Là où tout rentre dans des cases, rien ne dépasse, rien ne déborde. Là où le politiquement correct est le maître mot, où tout le monde fait attention à ce qu'il dit. On ne sait jamais, oh là là. Eh bien là, précisément là, vous ne trouverez pas l'équipe de l'hebdo. Maintenant revenons en arrière. Dans un monde qui est loin d'être parfait, là où tout le monde parle comme dans la vie, alors là, oui, ils sont là. Tout le monde est prêt? Alors, bienvenue chez vous, bienvenue dans l'hebdo sur Radio 2M. Bonsoir à tous, bonsoir, merci à vous, bienvenue dans l'hebdo, votre magazine d'actualité qui est tout sauf un magazine d'actualité. Merci d'être à nos côtés, ravi de vous retrouver pour décrypter comme chaque vendredi un fait marquant de l'actualité, mais pas que. Vous l'aurez remarqué, je troque exceptionnellement cette semaine ma place de chroniqueuse pour celle de la présentation, juste une fois, pour remplacer, bien qu'elle soit irremplaçable, notre chère Selma qu'on embrasse et qui prend beaucoup de plaisir à vous accompagner, à nous accompagner chaque vendredi. Alors cette semaine, la rédaction de l'hebdo a décidé de faire la lumière sur le Salon international des grandes écoles et universités qui ouvre ses portes demain à Casablanca. Attention, pas moins de 6000 jeunes y sont attendus tout au long de ce week-end. Alors on va en parler en long, en large, en travers avec son président, Ahmed Lahlou, de ce salon qui représente une vraie chance pour les jeunes bacheliers ou futurs bacheliers de trouver leur voie. Et Dieu sait qu'il s'agit d'une démarche qui peut s'avérer parfois très très compliquée. Et puis comme d'habitude, fidèles au poste, ils sont là autour de la table, les chroniqueurs de l'hebdo. Safia qui va déraper ou se contrôler, on ne sait pas, on va voir, on va découvrir. Amine Rahmouni sur le terrain, comme toujours. Et puis, que ferait-on de nos soirées sans notre cher Rimel, excuse-moi, j'ai écorché ton prénom. Et on s'ennuierait pas mal. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Bonsoir Salima. Bonsoir Salima, c'est un plaisir. Alors, oui, véritablement. Ça fait quel effet d'être là? Oui. Ça va, j'aime bien. Mais je préfère ma petite chaise de chroniqueuse là, parce que, attendez, combien de pages là? C'est pas le même travail, je vais vous le dire. Voilà, 8 pages au lieu de 1 en temps normal. Safia, Salma, bon courage à toi. Donc voilà, vous connaissez les grandes lignes. C'est parti, jingle. Installez-vous, c'est parti pour 1 heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'hebdo sur Radio 2M. Et sans plus attendre, on accueille notre invité, Ahmed Lahlou, président du Salon international des grandes écoles et universités. Merci à vous de venir nous rejoindre. Prenez votre temps. Le sigle aurait dû être un peu plus long pour que vous arriviez un peu pile poil au moment. Voilà, parfait. Merci beaucoup pour l'accueil et pour l'invitation. Mais merci à vous d'être à nos côtés. Rendez-vous donc destiné à présenter aux jeunes quand même un véritable panorama des filières d'études possibles après le bac. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Cela fait 15 ans que ce salon existe, alors vous allez nous raconter. Chaque année, il prend vie durant le printemps. On sait que c'est une période quand même qui est synonyme d'interrogation, période durant laquelle les jeunes commencent à plancher sur leur choix de leur cursus d'études supérieures. Donc là, c'est un peu le gros stress. Première question déjà, comment ça va? On est à 12 heures du salon. Est-ce que tout est prêt? Non, je mentirais si je disais que tout était prêt. C'est en cours, mais je n'ai aucun doute sur le fait qu'on sera prêt pour accueillir les élèves, les étudiants et les parents qui vont nous rendre visite pendant ces 2 jours. On est quand même à 15 ans maintenant d'expérience d'organisation de ce salon. La machine est rodée, on gère, on va être à l'heure. Donc l'équipe est en cours de préparer la mise en place du salon. Et ce sera prêt demain. Ce sera prêt, bien évidemment. Premier rendez-vous à quelle heure demain matin? Dites-nous. 9h. Voilà. On ouvre à 9h. On accueille l'ensemble des universités, des grandes écoles à partir de 8h pour leur donner un peu le temps de s'installer. Et les portes seront ouvertes au public à partir de 9h du matin. Alors à chacun sa première question, mais on va revenir à la genèse un petit peu de tout ça. Comment est-ce qu'il est né ce salon, sachant que auparavant nous avions un salon d'étudiants qui était quand même bien installé. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de le lancer et quand? Alors écoutez, d'accord, on va remonter un petit peu dans le temps. J'étais étudiant. En 2011 à Paris. Donc je faisais moi-même mes études et j'avais constaté que moi, étant aussi étudiant marocain, j'ai eu mon bac au Maroc, dans un lycée marocain, à Fès en particulier. Et j'allais faire ce saut d'aller faire mes études à l'étranger, en particulier en France. J'ai fait plein d'erreurs. Je suis arrivé dans une université que je n'avais pas choisie, je ne savais pas où c'était, j'avais fait le mauvais choix. Heureusement, j'ai pu m'adapter, j'ai pu poursuivre
mon cursus sans trop de problèmes, mais j'ai compris qu'il y avait beaucoup de pièges, beaucoup de choses qu'on ne peut pas connaître, qu'on ne peut pas maîtriser quand on est dans un autre pays, quand on est à plusieurs milliers de kilomètres. Donc je me suis posé la question avec un certain nombre de camarades, d'amis qui avaient fait le même voyage que moi. Est-ce que il n'y aurait pas une solution? Est-ce qu'on ne devrait pas mettre en place une initiative pour permettre aux jeunes qui réfléchissent, qui pensent, qui préparent leur orientation et qui ont cette option d'aller étudier à l'étranger, donc se dire on va aller au plus près de chez eux? Parce qu'à l'époque, le salon était uniquement dédié à ceux qui souhaitaient partir étudier à l'étranger, c'est ce que vous êtes en train de nous dire? Exactement. Au début, le salon était même dédié à ceux qui voulaient aller étudier en France, parce qu'on partait de ma propre expérience, j'étais en France, donc je me suis dit le plus simple, c'est d'aller présenter les universités, les grandes écoles françaises et comment faire, comment donc c'est voyager, parti d'un constat, d'un vécu, et donc vous avez d'une un expérience personnelle, voulu, effectivement. Donner le relais à ceux qui vont vivre la même expérience que vous et leur éviter le pire comme vous l'avez vécu. Donc exactement. C'est très bien. Alors, vous avez des questions autour de la table, hein, parce que moi, je n'ai pas envie de monopoliser la parole. Hein. Comment est-ce que vous voyez un changement dans les destinations d'études privilégiées par les étudiants marocains ces dernières années? Alors, je ne sais pas si je peux m'étendre, il y a beaucoup de choses à Alors, étendez-vous, mais pas trop quand même. Non, mais il y a deux choses. Il y a un premier constat, déjà, c'est que l'offre marocaine s'est beaucoup enrichie en termes de formation, d'excellence, de grandes écoles, d'universités, de partenariats publics-privés, etc. Donc déjà, les jeunes Marocains, ils trouvent, contrairement à peut-être il y a 20 ans, il y a une offre très intéressante, de grande qualité sur place au Maroc. Mais on a toujours une grande partie des étudiants qui partent étudier à l'étranger. Pourquoi j'ai commencé par cette petite parenthèse? Parce que le fait de dire on va étudier à l'étranger, ça ne veut absolument pas dire qu'on n'a pas d'offre locale ou que nos universités ou nos écoles ne sont pas au niveau. Des étudiants américains, français, canadiens partent étudier à l'étranger. Ça ne veut pas dire que... C'est un choix. Voilà. Donc nous, on a des étudiants marocains et beaucoup qui partent à l'étranger. C'est vrai que la France reste numéro 1. La première destination des étudiants marocains à l'étranger, c'est la France. Mais on a beaucoup d'autres destinations qui se développent pas mal, comme la Chine, comme l'Espagne, comme l'Italie, le Canada. Donc, il y a beaucoup d'autres pays qui reçoivent des étudiants marocains. Alors, on rappelle quand même qu'il y a des grandes écoles marocaines. Bien sûr. Les visiteurs n'ont pas que uniquement cette envie d'étudier à l'étranger. Une question. Alors, demain, 3000 personnes tout au long de la journée débarquent dans ce gigantesque salon. Et là, on se dit, mais mon Dieu, il y a 1 milliard d'exposants, enfin une cinquantaine, pour être précis. Comment est-ce qu'ils vont trouver réponse à leurs questions? Quels sont les conseils que vous leur donneriez avant de s'y rendre, justement? En fait, quand ils arrivent au salon, il y a une première étape. S'ils sont déjà inscrits, ils l'ont fait, ils reçoivent leur badge. Sinon, ils s'inscrivent sur place. Et avant de rentrer au salon, on a mis en place un espèce de sas d'orientation. C'est-à-dire où il y a des conseillers d'orientation qui reçoivent les élèves et ils ne vont pas les conseiller sur leur orientation, mais ils vont leur expliquer qu'est-ce qui est présent sur le salon. Donc, ils ont le plan du salon et ils vont leur présenter comment le salon est réparti, où sont les écoles d'ingénieurs, où sont les écoles de commerce, où sont les écoles marocaines, internationales. Ils vont leur présenter l'ensemble de l'offre existante sur le salon pour leur permettre d'aller directement cibler les établissements et les formations qui les intéressent. Alors justement, vous avez combien d'écoles marocaines présentes et combien d'écoles internationales, en fait étrangères plutôt? Alors en tout, on doit avoir autour de 80 établissements qui sont représentés. Je dirais 50% marocaines et 50% étrangères. Qui viennent essentiellement de quel pays? La France, j'imagine. France, beaucoup de France. On a aussi la Chine, avec des universités. Avec l'ambassade de Chine, on a les États-Unis, avec des établissements et l'ambassade des États-Unis. On a l'Espagne, on a le Canada, on a l'Italie. Essentiellement, ces pays-là sont représentés. Alors, pour rester justement sur si ça ne vous dérange pas, sur ce prisme justement des études à l'étranger, est-ce que vous avez observé une tendance ces dernières années nouvelle sur les départs des étudiants marocains vers des pays où on n'allait pas auparavant?
Ou est-ce que c'est toujours aujourd'hui la France qui continue à prédominer dans le choix? Alors je crois qu'il a déjà Je- répondu. C'est ma question. Non, mais elle n'a pas répondu. C'était pas vraiment. Bon bah c'est pas grave, est-ce qu'on peut refaire pour Amine? Bien sûr, Elle a été posée différemment. bien sûr. Merci Avec d'avoir plaisir. reformulé. Je suis là pour ça. Très rapidement. Hein. Non, On a le en fait la France reste un peu dominante et les pays un peu historiquement qui ont des relations privilégiées avec le Maroc. Parce que aussi les Marocains, ils essayent d'aller un petit peu partout. On voit des Marocains dans tous les pays pour aller faire leurs études. Mais des fois, il y a des peurs de la part des familles, des parents, parce qu'on a remarqué, par exemple, ce qui s'est passé. Maintenant, des guerres reviennent dans certains pays en Europe. Et il y avait des La étudiants Russie, marocains. en général, ce et qui s'est ceux passé en Russie, l'Ukraine, effectivement, l'Ukraine. Ouais. Et donc, il y a eu des situations délicates où des étudiants se sont retrouvés dans ces pays-là. Donc, je pense que les familles se disent où nos enfants vont être le plus sûrs et ils restent quand même sur des destinations assez prisées et qui ont aussi par la suite le fait qu'ils sont reconnus au niveau des diplômes. Parce que comme au Maroc, on a un grand nombre d'étudiants qui sont diplômés de France, du Canada, etc. Donc même les réseaux des patrons d'entreprise, des responsables dans les grandes structures au Maroc, fait que les Marocains ciblent les grandes écoles, les classes prépa, les grandes écoles, HEC, SEC. Je ne sais pas si on peut citer le nom, Bien les sûr, noms ouais. des établissements, Et SEC, mais les HEC, grandes écoles, C'est ça des que je voulais vous commerces et emmener en fait. Moi, d'ingénieurs. ce que je veux dire, c'est que la francophonie est toujours pas morte chez nous. Non, non. Ouais. Voilà. On l'a senti. Il y a eu une période de crise entre le Maroc et la France et on s'est dit que ça allait ralentir. Ça avait peut-être eu un impact à un moment, mais je pense que ça là, n'a c'est pas bien vraiment reparti. impacté, ça est Safia? bien reparti. Moi, je voulais parler des étudiants sur place parce que, voilà, vous parlez de ceux qui partaient à l'étranger. Moi, je parlais surtout que aujourd'hui, c'est des personnes qui ne sont pas marocaines qui viennent pour poursuivre leurs études au Maroc. Que le Maroc aussi est devenu un pays où l'éducation prime, en fait, où c'est devenu un lieu de voyage pour le tourisme. Pour le tourisme, je suis désolée. Pour les études, désolée. Et le tourisme aussi. Et le tourisme, mais là, on reste sur les études. Là, on reste sur les études. D'accord. Donc, quelle est la question? Je voulais savoir, est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui ne sont pas marocains, qui sont là dans votre salon pour poursuivre leurs études au Maroc? J'ai Je pense que bugué. c'était clair. Non, Est-ce que j'ai été claire? Attends, Non, j'ai un doute. non, mais Oui. ceux qui sont sur le Franchement. salon, ils sont déjà au Maroc. En fait, Non, mais voilà, par exemple, on sait beaucoup qu'il y a énormément d'étudiants subsahariens qui Oui. suivent leur formation ici, et qui qu'il y a peut-être des échanges, veulent switcher, c'est ça? ou qui sont là, qui D'orientation. d'orientation, Voilà. ou qui sont là, ou qui viennent des fois bien en vacances avant pour participer à ce genre de salon. Alors, il y a deux choses. La première, c'est que nous, on organise aussi des salons dans ces pays d'Afrique subsaharienne. On organise beaucoup de salons en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Gabon, etc. Et effectivement, beaucoup d'étudiants. Maintenant, le Maroc est devenu un hub qui accueille chaque année des milliers d'étudiants étrangers. Et sur les salons, on les retrouve parce que certains d'entre eux aussi essayent de faire le tremplin, c'est-à-dire ils vont venir pour faire leurs 3 premières années au Maroc et aller pour essayer de poursuivre leurs études dans un autre pays par la suite, comme les étudiants Donc marocains. chaque salon a un public cible, donc ici en l'occurrence les Marocains qui veulent aller ailleurs ou étudier au Maroc. Et puis pareil, vous organisez dans certains pays africains pour ceux qui souhaitent venir étudier au Maroc. Exactement. C'est très clair. Alors il y a aussi des conférences, hein, des ateliers qui sont organisés au sein de ce salon. Oui, effectivement. Alors est-ce que vous pouvez nous les présenter? Comment est-ce qu'elles se déclinent ces conférences et puis à quoi servent-elles surtout? Alors là, les conférences, elles servent à deux choses. Il y a des conférences de présentation des universités, des écoles présentes où on va présenter les formations, on va présenter les débouchés, les étudiants et les parents. Parce que je rappelle que le salon, il est ouvert pour les étudiants, les élèves qui sont en terminale, qui vont avoir leur bac cette année, qui veulent poursuivre leurs études après le bac, mais aussi à des étudiants qui ont une licence ou un master et qui veulent faire un master spécialisé, et aux parents qui accompagnent leurs enfants. Donc, pour revenir aux conférences, on va présenter les débouchés et on va parler surtout d'orientation. Comment choisir son parcours universitaire après le bac. Alors on va y revenir tout à l'heure à ces étudiants qui ont peut-être fait le mauvais choix, même parfois vous recevez des premières années qui se Bien. disent mon Dieu j'ai fait un an de droit, c'est pas moi, c'est pas du tout moi. Bien sûr. Alors vous êtes au salon, donc vous êtes quasiment toute la journée aux côtés de ces jeunes, vous voyez leur réaction à leur arrivée. Racontez-nous un peu, est-ce qu'il y a ceux qui arrivent et qui savent tout de suite et qui disent non, moi je veux faire ça et pas autre chose, et puis ceux qui sont complètement paumés et qui ont besoin d'aide. Moi j'aimerais que vous me racontiez ce côté-là qui est très humain. Bien sûr. Alors, oui, malheureusement, la plupart sont perdus. La plupart des élèves, surtout quand ils sont encore au lycée, ils sont encore perdus, ils viennent et ils ont besoin
qu'on les guide, qu'on les conseille, qu'on les oriente pour qu'ils puissent trouver leur chemin, on va dire, la bonne orientation et l'établissement qu'ils vont faire pour ne pas rater un an ou deux, parce qu'effectivement, beaucoup de jeunes, ils viennent quand ils sont en première année ou en deuxième année pour nous dire on a fait le mauvais choix et on veut se réorienter. Ceux qui viennent et ils savent déjà ce qu'ils veulent faire, il y en a, mais c'est pas la majorité. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on demande trop tôt aux jeunes? Qu'est-ce que vous en pensez autour de la table? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on demande trop tôt aux jeunes de savoir ce qu'ils veulent faire? Moi, quand on m'a posé la question à 18 ans, mais laissez-moi tranquille en fait. Vous ne trouvez pas que c'est assez tôt? Je trouve que c'est très très tôt. Moi, j'aime bien le système un peu américain qui propose en fait une année sabbatique après le lycée. Et ils se sont rendus compte que l'année sabbatique, mais pas l'année sabbatique où La on fait même rien. qui a posé la question par rapport aux vacances tout à l'heure. Oui, exactement. C'est la même chose. Mais une année sabbatique où ils travaillaient, ils allaient à l'étranger, ils étaient en tant que bénévoles ou travaillaient dans l'associatif. Ils se sont rendus compte avec les études que ces jeunes qui avaient fait une année sabbatique, quand ils revenaient, elles savaient exactement où est-ce qu'elles voulaient aller. Parce qu'elles ont eu un an pour se connaître, pour connaître leurs limites, pour savoir dans quoi elles voulaient travailler. Et que cette année sabbatique, finalement, n'était pas cruciale. totalement perdue. Amine, toi, tu savais ce que tu voulais faire? Non, du tout. Je sais toujours pas ce que je veux faire. Tu te cherches encore? Je me cherche encore. Par Moi, je contre, pense que- j'ai, excuse-moi, en Vas-y. revanche, j'ai une enfant de 16 ans qui, elle, sait déjà ce qu'elle veut faire depuis au moins 2 ans. Et je pensais que ça évoluerait avec le temps. Et elle s'accroche, plus le temps passe, plus elle s'accroche. Elle est en seconde. On peut savoir c'est quelle moi, je veux filière? savoir. La filière Oui. La Qu'est-ce qu'elle psycho. D'accord. C'est un choix. Psycho. Bah, vu le père. Ouais, il faut le soigner, effectivement. Psycho, voire éventuellement Sciences Po, mais on reste un peu dans ces formations qui sont aujourd'hui très en vogue. Mais je trouve que par rapport à avant, les gamins savent de plus en plus tôt ce qu'ils veulent faire. Contrairement à notre génération, on était beaucoup plus, on va dire, plus insouciants. Voilà, c'est le terme. Et du coup, vous venez au salon demain? Du coup, je ne viens pas au salon demain parce que je vais à un autre salon demain. Mais après, c'est vrai que les filières avant étaient beaucoup plus pointues. Ah oui, bien sûr. Alors qu'aujourd'hui, elles ont tendance à être un peu plus généralistes. Rimel, tu voulais dire quelque chose? Oui, je pense surtout que nos pensais qu'elle allait parents parler de ses enfants aussi. influencent. Je pense surtout que. Non, je vais parler des parents parce que je crois que dans notre société, on est très influencé peut-être par le choix de nos parents. Justement, c'est ma question. Est-ce que c'est une bonne idée d'emmener ses parents Est-ce que les étudiants doivent justement emmener avec eux leurs parents? Écoutez, nous on le conseille. Nous on conseille que les étudiants doivent venir avec les parents, surtout quand on a un projet d'études à l'international. Parce qu'il y a deux choses. Il y a la partie choix de la formation, mais il y a aussi tout ce qu'il y a avec. Il y a le voyage, le déplacement, L'argent, etc. les finances. Oui, le coût et aussi le choix du pays, Oui. le choix de la destination. En général, c'est une destination qui se fait en famille. Donc l'idée, c'est que pour le choix de la formation, il faut laisser les enfants le plus autonomes possible. Il faut les Justement. conseiller, mais les laisser faire leur choix pour qu'ils assument. Après, ils vont assumer. J'ai choisi, je suis adulte, j'assume. Et par rapport au choix qui se fait assez tôt, aujourd'hui, il y a heureusement aussi assez de formations où c'est des troncs communs. On va être dans une formation un peu généralisée et on devra Faire des choix choisir plus tard. après 2 ans ou Voilà. 3 ans. Ce qui n'était pas possible pour nous. Une dernière question, après on va aller voir ce qui se passe du côté de chez nos chroniqueurs et puis on reviendra évidemment à d'autres thématiques ensemble. J'ai oublié ma question. Où est-elle? Je suis très sérieuse. Ah oui, on a l'impression que c'est un salon qui est quand même assez élitiste. Quand on voit les slogans des écoles, on se dit si on est un élève moyen, par exemple moi je sais que 15 ans en arrière, peut-être que j'aurais pas été admise, quoi. Mais c'est vrai ce que vous dites parce que c'est justement, je pense que c'est quelque chose qu'on rencontre dans la réalité. Beaucoup de jeunes nous contactent avant, ils nous disent oui, moi je suis dans telle situation, est-ce que je peux venir? J'ai 11 de moyenne, je viens ou pas? Bien sûr, mais au contraire, c'est ouvert à tout le monde et c'est l'occasion. Parce que là, effectivement, il y a beaucoup d'informations sur Internet, etc. Mais il y a beaucoup de faux. On ne sait pas qu'est-ce qui est le vrai du faux. Donc, il faut venir dans ce genre d'événement pour rencontrer les responsables. Parce que ce sont les responsables de ces écoles-là qui se déplacent avec peut-être des étudiants qui sont actuellement dans ces établissements. Et vous pourrez avoir vraiment l'image telle Échanger, qu'elle est, échanger avec des étudiants et avec les responsables et entamer les démarches de candidature. Ahmed Lahlou, vous restez avec nous. On va aborder, comme je le disais, d'autres thématiques. On va aller voir ce qui se passe du côté de chez Safia. Oui. Jingle ou pas jingle? Quand elle part en live, difficile de la contrôler. Dérapage contrôlé avec Safia.
Bon, Salima, comme tu as changé de siège et pour te faire honneur, il fallait que je parle de l'intelligence artificielle. Alors tout d'abord, il faut savoir que l'IA, c'est une coquille vide. Il faut l'alimenter et qui, à part nous, peut le faire, donc on donne le bâton pour se faire battre. Je m'explique. On va commencer par les deepfakes, ces vidéos que l'intelligence artificielle fait pour nous. Elles peuvent être horribles, comme c'est le cas pour certaines femmes qui se découvrent actrices dans des films pour adultes alors qu'elles n'y ont jamais participé, ou pire encore, quand elles sont utilisées dans des vidéos pédopornographiques. A contrario, elles peuvent être aussi très drôles, comme celle où l'on voit Emmanuel Macron en danseur des années 80 ou Donald Trump en train de lécher les orteils d'Elon Musk. Bon, j'ai le droit, ça fait longtemps que j'ai pas parlé de Donald, s'il vous plaît. Et ma préférée, celle d'Emine qui pousse la chansonnette et se transforme en Rajaoui. Dima, Raja. C'est pas crédible. Bon, après, vous voyez que dans cette vidéo, c'est pas vraiment du deepfake, mais vraiment du light de chez Light. Benjamin Jbil, que c'est une photo trafiquée. Dans la deuxième, j'utilise même ma voix parce que je ne suis pas une pro et j'ai surtout la flemme d'alimenter l'application pour qu'elle fasse plus vrai que nature. Moi, je pensais que c'était Brad Pitt. Oh. Tu n'as pas la référence, j'en suis sûre. On pense à effectivement cette dame qui s'était fait arnaquer. Beaucoup d'argent. 800 000 euros. Voilà, par un deepfake. En sachant qu'elle n'était pas fan. Hein. Ouais. Elle a dit Et que qui a j'étais pas fan de divorcé Brad et Pitt. tout. Oui. On pense à elle. Alors vas-y, continue. Mais La aujourd'hui, vérité, pour être aussi crédule, je pense pas du tout à elle. C'est bien fait pour sa gueule. Ah non, c'est méchant. Elle a été Désolé. victime. Je suis désolé. Ah non, je ne permettrai pas Déposé dans au- cette Ah, si, si. émission Ah, si, tant si, que je moi. la présenterai. Bah, moi, je fais ce que je Faut veux. rectifier ses propos. Tant que je n'ai insulté personne, mais bon, je suis désolé, tu es à l'autre bout du monde, tu penses que Brad Pitt va t'appeler et que tu te demandes 800 000 euros et que tu les donnes. Elle s'est C'est faite quand même- avoir. Bah, Elle s'est écoute, faite il y a avoir. toujours des personnes naïves dans ce monde. On va laisser Safia terminer. il faut que je reprenne mon souffle. Mais aujourd'hui, des gens vendent leur image et leur voix à des sociétés marketing spécialisées. Donc imaginons, Salima, on est en 2025 et tu vends tout ça à une entreprise. Ok, tu te fais aller 30 000 dirhams, mais que dans 1 an, 5 ans, 10 ans, tu te vois sur les réseaux sociaux en train de dire que le monde est géré par des reptiliens, que le Père Noël n'existe pas, que Père Noël existe, que les statues de l'île de Pâques viennent de Vénus, que le Titanic n'a jamais coulé ou que les traînées blanches des avions, qu'elles sont composées de produits chimiques répandus par les gouvernements dans le ciel pour réguler la population, modifier le temps ou pour causer des maladies. Bref, je dérape, mais je me contrôle. Et oui, moins coûteuse qu'un véritable tournage avec des comédiens, mais plus réaliste qu'un avatar, cette technologie permet de constituer de vastes catalogues de mannequins numériques pour animer les vidéos. Autre utilisation, en 2018, soit il y a 7 ans, une entreprise voulait acheter le visage d'une personne qui fait à la fois gentille et amicale pour rendre les robots humanoïdes moins dérangeants. Bon, après, le montant pouvait faire réfléchir 200 000 $. Et dans votre tête, vous imaginez un robot qui ressemble à un robot. Mais non, aujourd'hui, je ne sais pas si on peut appeler ça encore un robot, ou plutôt de la science-fiction. Imagine, Amine, ta tête sur Protoclone, le premier androïde musculo-squelettique de la start-up Clone Robotique, un robot sans visage mais au corps copiant presque parfaitement le corps humain. C'est très flippant. Alors oui, le monde va mal et on a tous le portefeuille qui pleure, mais si quelqu'un vous propose un job lucratif dans lequel le travail ne semble pas pénible, poser pour des photos avec des expressions ou lire des phrases en jouant avec les émotions, lisez bien votre contrat. Il contient souvent des clauses abusives comme l'exploitation mondiale, illimitée, irrévocable, sans droit à la rétractation. Malheureusement, même si la technologie dérape, le droit, lui, n'a pas les moyens de la contrôler. Pas par manque de volonté, j'ai juste l'impression que c'est comme aux échecs, ils auront toujours un coup de retard vu la lenteur des rouages de la justice. Mais bon, va savoir, peut-être que d'ici 5 ans, ce seront plutôt Protoclone avec la tête d'Amine qui seront les prochains législateurs. Ils feront de grosses ventes. si vous êtes. Ahmed Lahlou, vous pensez quoi de l'intelligence artificielle? On a l'habitude de poser la question à nos invités. Je pense que c'est génial. On peut critiquer comme on veut, mais Voilà. Je me lève et ça je m'en vais. Ça nous permet d'avancer très vite. Ça permet à la recherche d'avancer, à la médecine. À nous, en tant qu'entrepreneurs, on fait des choses beaucoup plus rapidement. On avance beaucoup plus vite. Donc, je ne sais pas comment va être ce monde dans 20 ou 30 ans. Ça va complètement être bouleversé, à mon avis, à cause ou grâce à l'IA.
Il y a Fathiya, notre directrice d'antenne, qui est en régie, venue nous faire un petit coucou, venue m'observer, voir si tout allait bien. Davantage J'ai t'observer que l'impression faire de le coucou, passer je mon pense. bac, Tu es avec jugé. tout le respect que je te Bah, dois, en train déjà, d'être- tu tu peux sais où aller. partir. Tu es en train d'être sais où aller. évalué. Tu es en train d'être évalué, Salima. On revient à notre sujet qui est quand même très très sérieux. Il y a une autre question que beaucoup d'étudiants potentiels peuvent se poser. Alors, 350 000 nouveaux étudiants, là je parle de chez nous, hein, du Maroc. 350 000 nouveaux étudiants chaque année, ils sont environ 1 million, un peu plus d'1 million. 28 000 nouveaux inscrits en moyenne dans le privé. Quels sont vos conseils pour faire son choix, au-delà de l'aspect financier, entre privé et public déjà ? D'abord, c'est qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, ça commence moi, en tant qu'étudiant, quand je voulais poursuivre mes études, avant de réfléchir public ou privé, j'ai pensé filière, j'ai pensé spécialisation, j'ai pensé métier. Donc, on commence d'abord Vous avez dû penser aussi moyen, parce que bon, entre la gratuité. Mais j'ai dit et- au-delà de l'aspect financier. Ah ouais, bon, moi, non. Au-delà de l'aspect, c'est bien beau de le dire, mais après, il faut le vivre. Non, moi je trouve que c'est une question de personnalité. Oui, Est-ce non, qu'on bien est sûr. plus adapté à suivre un cours en amphi, ou est-ce qu'au contraire on a besoin d'être cadré, discipliné, d'être encadré plutôt, et on n'est pas trop discipliné, on a besoin de cours en petite équipe? Mais tu as Non, je sais entièrement pas. raison, mais aujourd'hui, il ne faut pas négliger le fait que la donne financière est importante. Bien dans le choix. sûr. Bien sûr, mais bon, après aussi, des études, ça se finance. Moi, je connais tellement d'étudiants les parents n'avaient pas les moyens de financer peut-être totalement les études, et les étudiants, ils ont pu travailler, ils ont pu faire des économies, Ça, c'est des choses... Moi-même, j'ai travaillé quand j'étais étudiant, j'ai pu payer ma vie à l'étranger, mon logement, etc. Donc, c'est quelque chose... Pour vous, où- c'est un sacrifice, il faut y penser. Oui, bien sûr, il faut y penser, aller chercher l'excellence de l'éducation. Il y a aussi beaucoup de programmes de bourses maintenant dans des écoles, même dans des écoles privées. Si on a aussi le potentiel, s'il y a des bourses d'excellence, il y a des bourses sur des motifs sociaux, etc. Donc, on peut trouver le moyen de financer nos études. Et des fois, le public est plus performant que le privé dans certaines spécialités. Vous avez des questions? Moi, je vais en poser une. Vous avez mis trop de temps. C'est du tac au tac, les gars. Faut y aller tout de suite. Est-ce que ce salon, il existe depuis 15 ans, on l'a dit 3 fois. Vous avez vu les aspirations de la jeunesse évoluer. Est-ce que cette envie, parce que vous nous avez parlé beaucoup d'aller étudier à l'étranger, est-ce que cette envie d'aller coûte que coûte aller à l'étranger, aller étudier à l'étranger, elle est aussi présente qu'avant? Je pense beaucoup moins. Elle s'est atténuée. Elle s'est atténuée. Même si moi, personnellement, je l'ai peut-être déjà dit, pour moi, aller étudier à l'étranger, ce n'est pas qu'une une question de formation. Parce que le voyage en lui-même, c'est une formation. On apprend la vie, effectivement. On s'ouvre sur de nouvelles cultures, on sort du cocon familial, on se heurte à des réalités qu'on ne connaissait pas avant. Donc déjà, le fait, on se forge une nouvelle personnalité, on se forge en tant que personne. Donc pour moi, peut-être le combo idéal, c'est une partie des études chez nous, dans notre pays, et un complément à l'international, peut-être une licence au Maroc, un master à l'étranger. Mais le fait de faire une partie de ces études à l'étranger, c'est quelque chose qui est très On revient mieux enrichissant, armé, en tout cas. je pense. D'ailleurs, on assiste de plus en plus à ce modèle, on va dire, Ce combo. de formation, effectivement, qui est ce combo entre commencer ici et commencer là-bas. Mais de ce fait, est-ce que ça contribuerait pas non plus à redresser un secteur? Et ça, c'est à la fois une affirmation, mais c'est une question qu'on a longtemps pensé en crise sur les dernières années, celui de l'enseignement supérieur privé. Je dis bien privé, justement, avec l'avènement maintenant des universités qui proposent des masters, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Est-ce qu'aujourd'hui, ce secteur est en train de sortir de la crise qu'il a vécue sur les 10 dernières années? Privé, je m'entends. Je précise bien privé, l'enseignement supérieur privé. Chez nous, au Maroc. Oui, je pense que l'enseignement supérieur privé, il a pris, je pense, très vite, peut-être 15-20 ans d'avance dans les 3 ou 4 dernières années. Parce que même au niveau de... Vous l'expliquez comment? L'État, il a mis en place un cahier des charges pour que les universités ou les écoles privées deviennent reconnues par l'État. Ils doivent respecter un certain nombre de critères. C'est parce qu'il faut préciser aux auditeurs qu'avant c'était autorisé. Le terme c'était autorisé. Exactement. Maintenant on commence à avoir des diplômes. C'est-à-dire qu'avant, pour préciser encore davantage aux auditeurs, quand vous aviez un diplôme d'une école de commerce par exemple marocaine bien installée, vous ne pouvez pas travailler dans le public. Et ça, effectivement, ça a freiné beaucoup de carrières, alors que vous n'étiez pas forcément moins bien formé, bien au contraire.
Et là, je vous laisse. Voilà continuer. la reconnaissance. Beaucoup d'écoles privées ou d'universités privées sont aujourd'hui reconnues par l'État parce qu'ils respectent un cahier des charges. Et du coup, ce cahier des charges, il implique forcément une montée très rapide en gamme, en qualité, ce qui fait que l'offre de formation dans les établissements privés au Maroc est devenue beaucoup plus qualitative. En plus de Est-ce ça, qu'il y a une rétroactivité des diplômes ou pas? je ne saurais pas vous dire. Ok. Je pense que personne n'a la réponse autour de la table. Il faudrait vérifier On va l'information. vérifier effectivement cette histoire parce que l'idée c'était aussi un petit peu ça. Et- Quoi. Et ce qu'il faut aussi rappeler, c'est qu'il y a aussi maintenant des écoles étrangères qui ouvrent au Maroc. Donc les écoles privées marocaines sont en concurrence non seulement avec le système public, mais aussi avec les écoles internationales qui ont ouvert des campus au Maroc et qui viennent apporter l'expertise internationale, leur savoir-faire et venir le proposer ici localement. Et du coup, ça fait concurrence aussi aux écoles 100% marocaines qui, du coup, continuent à s'améliorer. Et je pense qu'on a aujourd'hui des champions au niveau national qui offrent des formations d'excellente Il y a qualité. parmi les exposants qui seront présents au salon, il y a des établissements qui sont très bien classés. Je pense à Euromed, je crois, si je ne dis pas de bêtises, à Fès, c'est ça? Oui, Voilà, très bien classé. Je l'ai vu récemment dans un classement mondial. Quel regard vous portez, vous, justement sur l'évolution? Vous venez d'évoquer l'évolution de l'offre de formation chez nous. Pardon, je n'ai pas compris. Quel la question. regard vous portez sur l'évolution qu'a connue l'offre de formation chez nous au niveau des universités? C'est un regard très bienveillant parce que je pense qu'on en a besoin, que le Maroc, c'est un pays qui est en train de connaître une croissance fulgurante. Il est en train de se hisser parmi les nations les plus importantes au niveau du continent, mais aussi au niveau mondial. Et un facteur principal, à mon sens, pour l'évolution d'un pays, c'est les ressources humaines. Et pour avoir des ressources humaines compétentes, on a besoin de formation de qualité. Rimel. Comment se fait justement cette sélection des écoles ou des universités partenaires pour garantir ce niveau de qualité académique? Est-ce qu'il y a justement un processus de sélection au sein de votre salon? Alors, je pense que c'est une sélection naturelle. Nous, on a un salon que notre particularité, que c'est un salon qualitatif, que ce soit. Donc vous pouvez refuser des demandes d'exposants? Ça arrive souvent, oui. D'accord. Ça arrive souvent. Je pense qu'on aurait pu doubler le nombre d'exposants si on acceptait. Donc c'est un choix, c'est un parti pris. Voilà. Surtout aussi aujourd'hui, il y a beaucoup de cabinets qui proposent des services, etc. aux étudiants. Parce et que quand c'est la on n'a pas réputation, vérifié, c'est la réputation voilà. de votre salon qui est en jeu. Exactement. Quand on n'a pas vérifié la qualité, etc. Mais après, nous, on ne fait pas d'analyse. Nous, on va regarder les classements internationaux, on va regarder les reconnaissances. Et sur la base de ce qui existe déjà, on sait quelles écoles peuvent être présentes sur le Ahmed salon. Lahlou, vous m'avez dit quand on a préparé cette interview que vous travaillez beaucoup, vous étiez un grand bosseur, ça j'en doute pas, mais est-ce que vous avez le temps quand même de regarder des matchs de foot? Quand c'est tu le le Montsahab, Quand c'est la sélection Ça me nationale, convient, oui. je vais en parler. à 100%, mais le reste, pas du tout. Allez, on va chez Amine, ça tombe bien, jingle. Y'a rien, ça joue. Amine, sur le terrain. Alors Amine, on dirait un trader là, t'es sur ton téléphone, ta tablette, le micro, on comprend Parce pas. que maintenant, même les vieux que nous sommes n'écrivent plus sur des feuilles, ils écrivent sur une tablette, des téléphones, donc je récupère mon texte. Allez, vas-y, Comment j'ai trouvé la pirouette? parfaite. Parfait. Un vrai politique. Voilà. Donc vous le savez, en fait, le foot marocain des équipes nationales continue de flotter sur son petit nuage, parce que comme on le sait, nos petits U17 vont jouer demain, je dis bien demain samedi. Certes, on n'a pas encore l'heure, parce qu'il était À prévu de 15 jouer à 15 20h, mais effectivement ça a 15 été heures. Ouais. avancé à 15h, mais pas encore officiellement, c'est un peu flou, mais certainement donc 15h. Au stade Béched Mohamedia, donc une nouvelle finale de Coupe d'Afrique des Nations. C'est la seconde finale d'affilée pour le Maroc, après celle jouée et perdue en 2023 face au Sénégal, et qui se jouait donc en Algérie. L'équipe était alors entraînée par Saïd Chiba, quand cette fois-ci, c'est notre international marocain qui est aux commandes, en l'occurrence Nabil Bahar. C'est bon, donc on a planté le décorum. Et on va pouvoir passer aux louanges pour dire que cette équipe de gamins est autrement plus séduisante que n'importe laquelle qu'on n'ait jamais vu passer dans cette catégorie dans toute notre histoire. Pourquoi? Parce que déjà, elle pue le talent. Individuellement, c'est probablement la collection de finesse technique la plus importante de notre histoire et on en a vu passer des bons joueurs. Aujourd'hui, des gars comme Ouazen, Belmokhtar ou encore Beha, le fils du sélectionneur, on a effectivement le fils du sélectionneur qui joue chez son père, c'est du talent en barre de moins de 17 ans qu'on devrait très vite voir au très haut niveau. Et ensuite, cette équipe a un storytelling de ouf.
qu'elle nous propose depuis le début de la compétition. Au premier tour, on a vu qu'elle a tapé facilement l'Ouganda en match d'ouverture sur un score fleuve. Dans la foulée, elle a balbutié son foot contre une équipe moyenne de Zambie avant de se rattraper en toute fin de match contre la Tanzanie en le gagnant plutôt difficilement. Donc elle nous a fait revivre cet ascenseur émotionnel formidable qu'on a tous vécu ensemble et qui nous a nourri notre imaginaire collectif pendant la Coupe du Monde au Qatar, vous vous en rappelez. Et je pense que ça doit être pour ça que les cafés sont aujourd'hui bondés tous les soirs de leur match assez petits. D'ailleurs, l'horaire de leur demi-finale, il n'y a pas longtemps, mercredi, face à la Côte d'Ivoire, a coïncidé avec les matchs retour de Champions League européenne. Et quand il y a quelques années encore, le choix était évident d'aller voir la Champions League, là, il y a eu match. On a tous préféré aller souffrir sur une séance de pénaux, parce qu'on est passé au pénaux en finale, avec nos U17, plutôt que de voir le Real se faire humilier à domicile par Arsenal. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que nous sommes définitivement réconciliés avec notre foot des nations, après un divorce qui a duré une bonne quinzaine d'années, entre 2005 et 2018 approximativement. La relation est repartie aujourd'hui comme en 40 sur des bases saines et dorénavant, mais il faudra faire des efforts de part et d'autre et choisir notre relation comme dans un vieux couple. Et puis surtout, prendre soin de cette génération de gamins pour en faire des leaders de l'équipe nationale A de demain. Certainement celle qui fera la Coupe du Monde qu'on organise donc au Maroc en 2030. On a toujours en mémoire cette très belle génération de joueurs qui avait été en demi-finale de Coupe du Monde Junior aux Pays-Bas en 2005. La plupart ensuite avaient disparu des radars très tôt, juste après leur exploit. Et certains, au mieux, avaient fait une carrière médiocre au haut niveau. Par manque d'ambition et de sérieux peut-être, mais aussi et sûrement par manque d'accompagnement et de conseils judicieux. Certainement encore, donc je le disais, on a une génération en or, je sais, je me répète, mais si on pouvait la prendre par la main délicatement et la mener sur les 6 messes du football mondial, là on pourra dire qu'on a réussi la mission et qui aura été, je pense, bien plus belle que de simplement gagner la finale demain, parce que celle-là on va l'oublier très vite, dans un jour, une semaine ou un an, tout au plus. Voilà, bon week-end à vous tous. Mais non, on va pas l'oublier. Pourquoi autant de pessimisme, voyons. Je dis juste vous avez suivi le parcours des U17 alors que si on menait ces gamins-là... Ouais, les U17, c'est ça. Oui, des U17. Oui. Oui, vous n'avez pas l'air d'avoir trop suivi. On ne dit pas oui comme ça ici. Moi, je suis vraiment estomaquée par rapport à cette équipe parce qu'on se rend compte que c'est des gamins de 15-16 ans. Ils devraient avoir une pression monstre sur les épaules. Ouais. Et moi, sérieusement, chapeau. Parce qu'à 15-16 ans, je ne suis pas sûre d'avoir eu le courage, ni la force physique, ni... physique, n'en parlons pas, mais la force mentale de pouvoir assurer ce genre de compétition avec le public marocain derrière, avec telle pression. Donc, vraiment, mais la bonne nouvelle, déjà, c'est qu'on a brisé cette malchance de demi-finale parce que depuis un moment, déjà, à chaque fois qu'on atteint la demi-finale, et moi ça me manque les émotions de la Coupe du Monde, ça me manque beaucoup, j'en ai tellement besoin, j'attends la CAN avec impatience. Ça va arriver bientôt. Ouais, c'est demain, c'est plus rien. Amine, le petit jeune le petit jeune qu'on compare avec Messi. Brahim. Voilà, lui, c'est quoi son histoire ? Il joue chez qui ? Il a été formé où ? Il joue à Monaco, tout comme le petit Ben Srer. Ouais. Et voilà, est-ce qu'on parle du même du cheveux avec les petits cheveux, gaucher, ça s'appelle pas Brahim, qui joue... Non, ça c'est Brahim Diaz. Brahim Rabbej. Non, c'est Blum. Bon, oubliez ma question, c'est pas grave. C'est un jeune qui joue à Chelsea. Non, ça il a 15 ans, il est remplaçant. Mais moi je pense qu'elle parle de Blum Mourtar, qu'on compare aussi à Messi parce qu'il est gaucher, qui joue à droite. Oui, voilà, c'est lui. Exactement, j'ai vu des vidéos passer très bon joueur. À ce sujet. Ahmed Lahlou, je me tourne de nouveau vers vous. Ce salon, il a vu le jour quand même à travers cette volonté qui vous anime. Vous l'avez dit tout à l'heure en début d'émission, celle qui consiste à aider les jeunes, à les aiguiller. Lorsqu'on en a discuté, vous m'avez dit qu'aider les jeunes à entreprendre, et là j'aimerais attirer votre attention sur un tout autre sujet. Vous m'avez dit que ça vous tenait à cœur d'aider les jeunes à entreprendre. Effectivement, parce que j'ai commencé dans l'aventure de l'entrepreneuriat depuis quelques années maintenant. C'est quelque chose qui me passionne et je pense que ça a un sens pour les jeunes et pour le Maroc. Je m'explique. Je pense qu'aujourd'hui, un pays, à un moment donné, à travers l'administration, la fonction publique, même les grands groupes, on n'arrive pas à absorber toute la demande d'emplois qui existent sur le marché. Donc on a un autre levier qui est extraordinaire, c'est l'entrepreneuriat. Pourquoi ? Ça permet aux jeunes de créer eux-mêmes leur emploi, d'employer d'autres personnes autour d'eux. Et c'est les startups, c'est aussi ce qui permet de créer de l'innovation, c'est aussi la nouveauté, c'est aussi les nouvelles technologies, c'est les nouvelles idées qui permettent à un pays d'aller dans une vitesse exceptionnelle
pour le développement, se développer rapidement. Et du coup, nous, en tant que jeunes Marocains, moi, je pense que j'ai envie d'aider les jeunes et de les accompagner dans cette envie d'entreprendre. Première chose, pour qu'ils comprennent c'est quoi l'entrepreneuriat, à quoi ça sert, comment faire, comment entreprendre. Mais aussi pour qu'ils se lancent quand ils ont une idée d'entreprise. Il y a beaucoup de choses, c'est très compliqué à mettre en place, il y a beaucoup d'étapes. Donc l'idée, c'est d'accompagner les jeunes, de les aider à travers mon expérience et aussi je crée un réseau à travers une association des jeunes entrepreneurs avec le but qu'ils partagent leur expérience avec ceux qui sont en train de lancer leur entreprise ou penser à cette option de l'entrepreneuriat. Ouais, la semaine dernière, on a reçu deux start-upers, enfin deux jeunes. Oui, deux jeunes. On peut dire deux jeunes. De jeunes start-upers. Deux jeunes start-upers. Voilà. Et on était très ravis de les recevoir. Et donc, ils nous ont parlé effectivement des multiples obstacles qu'ils avaient dû rencontrer, surmonter pour pouvoir justement aller jusqu'au bout. Et le chemin est encore long. Moi, je vais vous poser la question par rapport... moi, je suis partie au salon de l'étudiant l'année dernière, pas pour participer, vous imaginez bien. Et j'ai posé pas mal de questions aux jeunes. Et il y avait toujours deux formations qui revenaient tout le temps. Ingénieur ou médecin. Finalement, même si aujourd'hui, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a toujours les deux filières royales, si on peut appeler ça comme ça. Ou est-ce qu'il y en a d'autres ? Voilà, c'est ça ma question, c'est ça, est-ce qu'il y en a d'autres ? Mais l'année dernière, j'ai été sidérée, tous, 95%, c'était soit ingénieur, et si ça ne marche pas, médecine, ou l'inverse, médecine, ça ne marche pas, ingénieur. Vous avez raison, c'est vrai qu'il y a peut-être une majorité qui se tourne vers ces deux formations, ingénieur ou santé d'une manière générale. Mais il y a aussi un public pour les écoles de commerce, pour la finance, pour ce genre de spécialité. Mais après, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on a parlé de l'IA tout à l'heure, le monde les domaines, les débouchés, les emplois vont se transformer. Il va y avoir beaucoup de choses. Des métiers, on parle de métiers qui vont disparaître, de nouveaux qui vont être créés. Donc ça, c'est des choses qui vont être du passé et on va commencer à parler de nouveaux types de formations, de nouvelles spécialités. Mais aujourd'hui, et je pense aussi, c'est une pression, ça c'est la partie parents. Je pense que c'est les parents aussi qui ont cette idée de se dire les vrais métiers, c'est si on est médecin ou on est ingénieur. C'est ça. Alors qu'avez-vous à dire à tous ces parents qui le pensent fermement ? Pardon. Vas-y, Amine. Non, juste pour dire, est-ce qu'il y a un adage qui est connu qui dit qu'on ne sait aujourd'hui toujours pas quels seront les métiers dans 10 ans. Parce qu'en fait, ça change. Aujourd'hui, avec l'avènement justement de... Là, on est en train de vivre une révolution. Ce genre de choses, effectivement, ça évolue très vite. Mais il y a 50 ans, on savait que voilà, la médecine serait toujours là dans 50 ans. On savait qu'il y a des choses qui étaient installées. Quoi. Donc, les avocats seraient toujours là. Au salon, il y a un attrait. Tu as posé ta question, pardon ? Ouais. Ok. Une réponse serait adéquate, je pense. Okay. Après, tu peux faire une émission toute seule si tu veux. Si tu veux parler que toi, on peut te donner un micro, tu vas mettre chez toi à la maison. Non, mais pour rebondir, je pense peut-être on ne sait pas les métiers qui vont exister dans 10 ans ou qui vont naître dans 10 ans, mais on connaît ceux qui vont disparaître. Oui, c'est déjà pas mal. Ouais. Ça, par contre, vraiment, vous savez ceux qui vont disparaître ? Je pense qu'on a une idée. C'est vrai, dites-nous. Ah bah dites-nous. Parce que pour moi, c'est un scoop, ça. Ah oui, mais parce qu'il y a tellement de on théorise tellement là-dessus. On est complètement déconnectés, nous, de la réalité. Mais je pense que l'IA, maintenant, fait des plans pour construire des maisons. Oui, l'architecture, les architectes, l'architecture. C'est vrai que c'est une vraie crainte. Je pense que l'IA, elle diagnostique des maladies beaucoup mieux que les médecins. Oui, mais elle accompagne quand même l'humain, l'homme. Vous savez que je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Moi, cet optimisme que vous avez... pro-IA, moi aussi qui suis pro-IA, je reste quand même... L'optimisme que vous avez vis-à-vis de l'IA, moi je le tempère beaucoup. C'est pas parce que finalement, c'est nous qui nourrissons cette IA, et si on la nourrit mal, ça sera une IA qui ne sera pas... Et je pense justement que pour limiter toutes les dérives, c'est qu'elle doit être utilisée, mais dans le cadre d'un accompagnement. C'est un outil d'accompagnement. Voilà, un outil d'accompagnement avec l'homme. Bon, au salon. On n'est pas d'accord. On n'est pas obligé d'être d'accord, heureusement. C'est le but, heureusement. Est-ce qu'il y a quand même un attrait pour les filières informatiques, cybersécurité au salon ? Est-ce qu'on peut trouver ce genre de... Bien sûr, des écoles d'intelligence artificielle. Maintenant, beaucoup de formations proposent l'IA, enfin d'écoles proposent l'IA dans leur formation. Il y a beaucoup d'informatique, de cybersécurité, de big data, tous ces domaines liés au développement informatique, au digital, ils sont fortement représentés au salon. Et donc, on a 4-5 très bonnes écoles marocaines d'ailleurs. Même les universités ?
Les facultés donc publiques sont en train de renouveler leur offre de formation. Ça fait déjà 4 ans qu'elles sont sur ce créneau et ça avance plutôt pas mal. Et avec la cyberattaque qu'on a vécue la semaine dernière, probablement qu'on n'enseignera pas encore pareil l'année prochaine. C'est certain. Avec plus de cybersécurité et plus de Oui. lois. De lois, oui, qui permettent de gérer un peu tout ça, parce que comme forcément, ça va continuer. On n'est pas le seul pays, c'est mondial ce genre d'attaque, et forcément, on est obligé d'être outillé pour y faire face. Mais pour tout ça, pour être outillé, etc. Il faut une formation. Il faut une formation, mais pour trouver la formation, il faut assister au salon qui aura lieu demain et après-demain Rendez-vous demain à 9h. au Vous savez Plein qu'il y a Ciel toujours pas- Paradise. Plein ciel Voilà, Paradise à c'est la Casa. première fois Ah, que vous vous le dites. recevez que des Casablancais ou il y a des gens qui font le Il y déplacement a quand même beaucoup de gens qui viennent d'autres de villes. régions avoisinantes? Il y a même des gens qui organisent des déplacements, des écoles de Marrakech, de Fès, de différents Donc c'est des villes. lycées qui Il y a aussi font des des lycées navettes. qui prennent Est-ce que l'initiative. l'entrée est gratuite ou payante? L'entrée est totalement Gratuite, 100% gratuite, monsieur. Pourquoi est-ce qu'il faut ramener un CV, tiens? Il faut ramener un CV, je pense surtout quand on a déjà une licence, on a une petite expérience professionnelle, parce qu'il y a beaucoup de formations en master spécialisés qui sont très sélectives, et il faut avoir un CV, avoir une expérience, démontrer de ses compétences pour pouvoir accéder à ce genre de formation. 3 conseils pour optimiser son CV. 3 conseils d'optimiser ce Demandez CV. à l'IA. Demandez à ChatGPT. Mais vous savez, Oui. moi, je demande à mes collaborateurs, je leur dis, utilisez ChatGPT. Ça nous aide dans beaucoup de choses, ça nous facilite beaucoup de choses, ça nous permet d'aller plus vite. Et le CV, je pense, si j'ai un seul conseil à donner, c'est aller vraiment à l'essentiel. Parce qu'un recruteur ou un responsable d'une formation, il va recevoir 1000 candidatures, 5000 candidatures, et il va aller chercher les grandes lignes du CV. Je peux donner un conseil CV, même si c'est pas mon métier. Par Oui. contre, il y a un truc qui qarqash l'aynin, Vas-y. qui pour moi est rédhibitoire. Exactement. Les fautes d'orthographe. Oui, Juste bon, à c'est tout. évident quand même. Non, c'est pas. Oh là là. Oh là là. Ah, c'est pas si évident que ça du tout. Soigner, mais vraiment à 102%. La présentation, certes, mais aussi les fautes d'orthographe. Je peux vous assurer que c'est la Bien première chose qui nous saute aux Alors yeux. voilà, écrivez Et que ça votre CV fait- avec le cœur et puis Exactement. corrigez Et les fautes à corrigez-le. travers... Mais quitte à le donner à un professionnel, quitte à Ouais. le donner à quelqu'un qui maîtrise, mais je peux vous assurer que c'est rédhibitoire et que c'est un facteur éliminant en fait. Bon, ça fait 30 minutes qu'on demande à nos jeunes d'être sérieux. Ils ont écrit leur CV, ils sont prêts, ils se sont inscrits sur le site internet CIG. Salon, IGE. Salon IGE, .com. pardon. .com, ils se sont inscrits, ils peuvent le faire sur place aussi Oui, demain, oui. donc pas d'inquiétude. Donc on leur a demandé de travailler, etc. Mais quand même, dans la vie, il faut s'amuser, vous n'êtes pas d'accord? Bien sûr. Hein, quand même, il faut respirer. Qu'est-ce que Faut vous me avoir des demandez à moments de ce sujet? respiration. Qu'est-ce que je peux faire? Rien, mais Si je je peux propose une aller proposition. C'est pour une transition, je crois. C'est une Tu transition connais un plus une peu proposition indécente tirée par les cheveux. Non, elle est bien, je trouve. On va aller voir ce qui se passe du côté de chez Rivet parce que nous, on veut quand même s'amuser, faire la fête, comme on dit chez nous. Allez. Week-end en culture. Justement, ce week-end, j'ai fait un truc que j'aurais jamais imaginé faire un jour, genre vraiment jamais. Je suis allée faire un atelier de Alors, je slam. précise, pardon, je te coupe parce que j'étais obligée, ça fait tellement longtemps que je rêve de la faire. C'est celle qui Oui. travaille sans travailler. Sans J'adore vraiment Enchanté. travailler. J'adore cette chronique, c'est ma préférée. Mais du coup, je suis allée à un atelier de slam. Du slam, ouais, pour ceux qui se demandent encore ce que c'est. Parce que moi aussi, C'est j'étais un peu Kness. perdue. Non, c'est pas le. Oh c'est là pas là. Jen Kness. Le Siam, Moi le aussi, slam, j'ai s'il vous perdu. plaît. Il arrive. S-L-A-M. Regarde, C'est le il seul. arrive, donc c'est vrai, drôle. c'est vrai. Donc, slam, Du coup, non. le slam, c'est un mélange d'écriture, de poésie et de théâtre. En gros, c'est des gens qui montent sur scène et qui Grand te corps balancent malade, des, ça va, on des connaît. textes. Oui, qui fait des remakes Exactement. poutre et loutre. Oui. Ils vont te balancer des textes tellement puissants et c'est pas juste une question de mots, mais comment comment tu portes ces mots. Et du coup, j'ai participé à un atelier de performance poétique animé par Rachid Adouani. Je sais pas si vous connaissez Rachid Adouani. Il a joué dans la série Rahma d'As From Dan. Non, ça vous dit rien? Non, mais Ziad. elle a cartonné cette série, apparemment. Exactement. Du coup, Rachid Adouani est acteur et metteur en scène et surtout super pédagogue à l'American Art Center. Le but, apprendre à perfectionner son jeu de poète, rien que ça. Parce que, petite précision qui a son importance, tout le monde dans la salle faisait déjà du slam. Voilà, Sauf moi toi. j'étais un peu paumée, je vous jure. Je suis vite passée en mode spectatrice. Heureusement, c'était super intéressant. Rachid, il a bossé avec eux sur plein d'aspects. Donc, comment poser sa voix, comment habiter son texte et comment bouger sur scène. Et justement, pour que vous voyez un peu plus sur l'ambiance et tout le travail derrière, je vous propose d'écouter ce petit extrait où Rachid nous explique tout ça mieux que moi. On écoute. هي واحد الورشة اللي ولات عرف بيناتنا كنديروها مع الدراري والبنات اللي كيديروا السلام. السلام اللي هو واحد الفن أدائي حي في الروك
واللي تيقدم واحد المجموعة من الكلمات شعرية كتكون متناسقة مع بعضياتها وعندها واحد الميتافور. انا كنخدم معاهم هذاك لاسبي سينيك، لو جيستويل، لا ريسبيراسيون، لا ميوزيكاليتي ديال الاداء ديالهم، او ميم طون الاي كونتاكت بينهم وبين لو بيبليك. دونك هذا عرف ولا بيناتنا، وفي كل مره كيعيطوا ليا الكوليكتيف اون في لو ترافاي. والحمد لله ديما كتكون ليكسبيريونس زوينه، لان الناس اللي كيديروا لا بيرفورمانس ديالهم كيحسوا بانهم دي كوميديان devant la scène, كيديروا comment on peut dire des stand-up ou des shows ou des monologues devant le public. Donc tous les exercices de théâtre محتاجين لهم باش تقدر تكون la performance مزيانه. Et hier j'étais au Casa Vintage Festival. Ah. J'ai assisté au concert des Golden Hands. J'ai découvert Et du Vigon grand, aussi. et du Alors grand. Vigon. Voilà. Alors, j'ai découvert, c'était top. L'occasion, du coup, pour vous rappeler que ce soir, c'est Ben l'Oncle Soul qui va monter sur scène. Alors on demain. dit Ben l'oncle Soul ou Ben l'oncle Saoul, s'il vous plaît. Moi, j'aurais dit ça, mais bon. Je sais pas. moi, On l'appelle, c'est le plus important, c'est pas grave. C'est pas hein. samedi, Ben l'Oncle Saoul, j'ai Non, l'impression c'est aujourd'hui ce que c'est soir. Fini Sultan, non? On est Ben tous l'Oncle complètement à Saoul, côté. du coup, c'est Ça, ce soir. ça, Attends, l'affiche, elle va nous le dire. Vendredi 18 avril. C'est Ben. Voilà, donc c'est Y a ce soir. Goua, Goua, Donc ça- c'est lui, ce c'est bien soir. lui, oui. Demain, vous retrouverez de Leila, Gnawa Diffusion le dimanche. Et pour le programme complet, je vous invite à checker la page Insta de Casa Vintage Festival. Pour ceux qui sont fans de l'humoriste Amin Raji, retrouvez-le demain au complexe Mohamed Khamis à 20h. Toi déjà, tu as vu toutes les vidéos que j'ai faites? Ça c'est certain. Et enfin, direction Agadir, Nasser Agadir Sadej, comme le groupe Hoba Hoba font un show demain au théâtre de Verdure à partir de 20h. Voilà, comme d'habitude, Shlamaïter. Ah ouais, super, voilà, on a bien décompressé. On va bien décompresser. On va bien Déjà, rien que le fait d'entendre ça, tu vois déjà ça. Enfin, Ça bon. sent le week-end. Ouais. Voilà. Quand même un petit sujet qui fâche, Oh là. léger sujet qui fâche. On manque cruellement bon de données dans ce pays, c'est quand même une réalité. Il y a quand même cette crainte aussi de vouloir faire des études et de pas trouver d'emploi malheureusement, parce que c'est quand même une réalité qui existe. Qu'est-ce que vous avez à leur dire à ces jeunes qui ont cette crainte en tête? Alors, je pense qu'il n'y a aucune raison d'avoir cette crainte parce que il y a tellement de choses à faire, il y a tellement d'opportunités aujourd'hui. Si on parle du Maroc, le Maroc, je pense que c'est une terre vierge où tout est à construire, où tout est à faire, où il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train d'être mises en place ou déjà en cours. Vierge, on a quand même déjà avancé pas mal, hein. Ça fait 20 ans qu'on est dessus. Mais il y a beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire on va faire des études, on va avoir un diplôme, on va avoir 25. une expérience au Maroc ou à l'international et on ne trouvera rien à faire. Je pense qu'il faut enlever cette idée de la tête. Dans Il faut arrêter tous de les se cas, mettre ses propres il bâtons dans les roues. ne faut pas avoir peur de ça. Même si on ne trouve pas un emploi, on peut Il y a devenir l'auto-entrepreneur. notre propre employeur et créer notre entreprise. Non, Alors, mais là, excusez-moi ouais. si je peux juste intervenir. Il a quand même raison sur un point. C'est que nous sommes sur une dynamique extrêmement Évidemment. vertueuse à ce niveau-là. Évidemment. Parce On que- avance beaucoup, mais qu'il reste encore beaucoup de choses à Mais faire. dans Voilà. les esprits, cette idée mais reste la- quand même très ancrée chez Oui, nos mais jeunes, moi, je malgré pense les qu'aujourd'hui, évolutions. On voit quand même qu'on a connu un coup de boost, un gros coup d'accélérateur sur ces dernières années, qui ne va pas faiblir parce qu'on a de grandes échéances qui nous attendent, Mm. vraiment. Ouais. Et je pense que ces échéances aussi ont contribué à nous mettre, on va dire, sur un tremplin, d'où je nous vois mal redescendre avant pas mal d'années. Donc honnêtement, moi qui ai un enfant aujourd'hui qui va devoir faire des choix rapidement d'études pour rentrer dans la vie active, Mhm. je ne m'en fais pas du tout. Ok. Pour nous, en tout cas, je ne m'en fais Mais- pas du tout. Comme à l'accoutumée, l'invité a pour habitude d'avoir le mot de la fin. Un petit récap pour nos jeunes. Rendez-vous est pris quand et puis 3 conseils pour faire le bon choix dans son parcours d'orientation. Alors, le rendez-vous, c'est pour demain et après-demain, donc samedi et dimanche, de 9h à 17h, à l'espace Plein Ciel Paradise à Casablanca. Pour les... C'était quoi là 3 petits conseils. Ou le mot de la fin, vous êtes libre. Vous Non, n'êtes non, pas mais- obligé de répondre à ma Pourquoi question. c'est important de venir au salon Pourquoi en c'est tant important C'est qu'étudiant venir au important de salon. venir au salon parce que la formation, c'est l'étape la plus importante dans la vie. Il faut être formé, il faut faire le bon choix, être dans le bon établissement, dans la bonne école, avoir la bonne formation. Parce qu'après, il faut le dire et le redire, on va toujours retomber sur ses pattes, on va trouver chaussures à son pied, on va trouver un emploi, on va créer son entreprise. Il y a tellement de choses à faire.
Donc dire ça aux jeunes, leur dire qu'il n'y a aucune crainte à avoir, on finira indéniablement par réussir. Voilà, donc allez-y, faites vos choix C'est un joli avec... discours d'optimisme. Oui, faites vos choix. bien. Moi, je rajoute encore un petit peu Ouais, une dose pessimiste que d'optimisme. tu es. Faites Elle vos est choix. optimiste, Ah, elle vous va. allez me laisser finir ma Elle- phrase. Faites votre choix avec le cœur. Allez-y aussi avec vos parents si vous avez besoin de leur Ouais. soutien. Suivez votre instinct, suivez votre intuition. Parce que croyez-moi, ça paye toujours. Et donc, on regarde la caméra juste là-bas et on dit gros Salut. bye Ciao, bye. ciao. Ciao, ciao.